très heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre émission Chronique de Patrick Lokala qui sera diffusée sur notre chaîne mais aussi sur d'autres chaînes partenaires. Nous allons y revenir aujourd'hui essentiellement autour de la situation sécuritaire de l'Est. Vous le savez, depuis quelques temps, la cité de Bunagana est toujours occupée par les troupes du M23, mais d'après nos informations, nos forces armées, je veux dire les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, se comportent très bien sur le terrain, mais du côté de la communauté East Afrique, la force régionale est déjà sur terrain, mais d'après nos informations, voire même les déclarations du commandant qui va conduire ces opérations, ces forces régionales sont venues non seulement dans l'optique de l'approche sécuritaire, mais les forces régionales vont prioriser, c'est ça même le concept, le processus politique et diplomatique. Une armée étrangère peut-elle faire de la politique ou de la diplomatie, on va dire le processus dans un pays qui traverse une situation d'insécurité? Toutes ces questions seront abordées tout au long de cette question. Puis il y a cette polémique, on va dire le contraste qu'il y a entre le Kenya qui se déclare comme l'allié traditionnel du Rwanda, mais qui déploie sa force en RDC pour combattre une force qui est soutenue, telle que le déclare officiellement le gouvernement, par le Rwanda qui se trouve être l'allié traditionnel de Nairobi. Ce sont là des questions qui vont certainement nous servir tout au long de cette émission. Il y a l'appel à la cohésion nationale. Le président de la République, lors de son dernier message à la nation, a demandé aux politiques ou aux politiciens congolais de faire taire les divergences. La patrie est en danger, la nation a besoin de vous. Comment cela va-t-il se faire, cet appel à l'unité nationale, à la cohésion et à faire taire les divergences? C'est Katumbi qui prendra son avion, c'est Kabila qui va se déplacer de Kingakati, c'est Martin Fayulu qui va quitter Fadne House pour aller au palais de la nation. Quel est le cadre? Nous constatons depuis ce discours ou ces messages à la nation un silence radio du côté du palais de la nation où devrait venir l'impulsion par rapport à l'organisation ou à la mise en place d'un cadre pour matérialiser le vœu ou l'appel du président de la République démocratique du Congo. Quelques politiciens ont déjà répondu de diverses manières. Il y a d'abord Augustin Matata Ponyo-Mapon qui a posé des conditions, tout comme le camp Kabila qui ne s'est pas exprimé officiellement. Moïse Katumbi a donné des préalables et des recommandations au gouvernement de la République. Et Martin Fayulu a quand même fait ce qu'on a appelé des différentes ou des diverses positions juste après l'appel du président Félix Tshisekedi à faire taire les divergences. D'abord, en premier lieu, Martin Fayulu a déclaré au niveau de la diaspora qu'il faudrait que les Congolais parlent un même langage face à cette agression. Quelques jours seulement après, Martin Fayulu a fait une sortie médiatique fracassante sur les antennes de TV5 Monde où il a traité le président Félix Tshisekedi de tout sauf de rien. Le président est compétent, irresponsable. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de ressources intellectuelles de faire ce qu'il ne peut pas. De retour au pays, Martin Fayulu a été muselé, il n'a pas pu organiser son accueil, il n'a pas été reçu tel qu'il l'aurait souhaité par ses sympathisants. Et puis on a constaté hier ou avant-hier, Joseph Olendankoy, président du CNSA, qui a fait les déplacements de Fadne House pour rencontrer Martin Fayulu, qui lui a dit, selon lui, qu'il est prêt à rencontrer le président Félix Tshisekedi pour discuter autour des questions sécuritaires de l'Est. Quid les élections? Est-ce qu'on ira aux élections avec une situation sécuritaire catastrophique ou on va retarder les élections? Les politiciens vont-ils se retrouver encore une fois pour parler, partager les postes? Nous allons tout au long de cette émission apporter des éléments qui vous permettront d'avoir une idée sur la marche de la République. Nous allons recevoir spécialement pour vous, pour la toute première fois, un acteur politique de la Convention de Congolais Unis. Il est président de la Ligue de jeunes de ce parti. Il s'appelle Thierry Moussenepo. Il est aussi un entrepreneur congolais. Il est un acteur politique majeur de ce pays. C'est avec lui que nous allons analyser toutes ces questions d'actualité. Je voudrais lui dire bonjour, Jean-Thierry Moussenepo. Bonjour, monsieur Lokala. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Vous avez bonne mine, hein? Merci beaucoup. Le Congo d'aujourd'hui, d'où est venue cette idée? Mais écoutez, je me suis rendu compte que depuis très longtemps, on a la mauvaise habitude de ne présenter que ce qui ne va pas dans notre pays.
et que la plupart de nos médias ne se penchent que sur ce qui est des sujets qui permettent à ce qu'on puisse critiquer l'action du chef de l'État. Alors je me suis dit qu'il était important que chaque semaine, qu'on ait un sujet pour parler du Congo qui va bien, pour parler des choses qui avancent, pour dire à nos compatriotes, de manière assez résumée, ce qui est en train de s'améliorer petit à petit. C'est comme ça que chaque semaine, nous prenons un pan de l'action du chef de l'État pour le desservir dans le Congo d'aujourd'hui. Et depuis 2 semaines, nous nous concentrons sur l'appel du chef de l'État pour le soutien total au FARDC. Qu'est-ce qui va mieux dans le Congo d'aujourd'hui? Beaucoup de choses. Notre premier numéro, c'était d'abord sur la gratuité de l'enseignement, qui à mes yeux est l'élément fondamental parce que si notre pays souffre aujourd'hui, c'est principalement puisque nous avons un taux d'alphabétisation assez élevé. Ce qui fait que la plupart des investisseurs ne peuvent pas venir puisqu'on n'a pas une main-d'œuvre qualifiée. Et pour qu'on ait une main-d'œuvre qualifiée, il faut un transfert de compétences qui nécessite à ce qu'il y ait quand même un niveau de la part des populations. Nous avons une population jeune, remplie d'énergie, mais qui, pour la plupart, surtout dans les milieux ruraux, n'ont pas suffisamment de niveau qui peuvent permettre à ce qu'on puisse leur inoculer une connaissance qui permettrait à ce qu'ils puissent participer dans le développement du pays. Donc pour moi, la gratuité de l'enseignement est un élément important pour le développement du Congo. Ensuite, il y a les questions financières parce que l'État a toujours souffert des fuites, des coulages des recettes publiques. Et depuis l'arrivée du chef de l'État, grâce au travail notamment mené par l'IGF, aujourd'hui notre pays est en train de récupérer tout ce qui était en train d'être dilapidé. Ce n'est pas une vue de l'esprit si nous sommes arrivés aujourd'hui à un budget de 14 milliards. Ce n'est pas une vue de l'esprit si on a aujourd'hui une réserve de change d'à peu près 4 milliards et demi. C'est grâce à un travail qui a été abattu, notamment par l'Inspection générale de finances et son chef, Jules Alinguete. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés carrément à dire que ces finances qui ont été mobilisées vont permettre à ce que le Congo ait des meilleures routes, que nous puissions refinancer la gratuité de l'enseignement. Les routes sont en train d'être construites dans l'intérieur du pays et partout ailleurs. Nous sommes en train de redonner de l'espoir à nos militaires, à nos fonctionnaires, avec l'augmentation de leurs soldes et de leurs salaires. Tout cela, c'est ce Congo qui est en train de marcher. Ce Congo qui est en train de marcher, mais il s'est posé un petit souci par rapport au travail même de l'IGF. L'IGF fait des rapports, fait des enquêtes, appréciées par tout le monde, mais très souvent, les personnes incriminées sont souvent libérées. Il y a un distinguo. Cela ne risquait pas d'entacher un tout petit peu le travail qu'a fait l'IGF? Non, parce que d'une part, les gens se rendent compte que grâce au travail de l'IGF, aujourd'hui, l'État a beaucoup plus de moyens parce que hier, il était des fournisseurs de l'État qui pouvaient bénéficier des paiements venus du Trésor public sans pour autant qu'ils soient en ordre ni avec le CNSS, encore moins la DGI et la DGDA. Aujourd'hui, pour que vous puissiez être payé, si vous êtes fournisseur de l'État, il faut être en ordre avec ces structures. Deuxièmement, la plupart des fonctionnaires de nos provinces et de l'administration ne payaient pas les impôts sur leurs revenus. Aujourd'hui, cela est fait. Et c'est de l'argent en plus pour notre trésor public. Maintenant, en ce qui concerne les détournements qui sont épinglés, c'est la responsabilité aussi de la justice. Le rôle de l'IGF s'arrête au niveau de la dénonciation, mais la justice doit faire son travail. Et je pense que les recrutements qui ont été organisés et les restructurations qui sont en train de se faire au niveau de la justice vont permettre à ce que demain nous ayons une justice qui soit le répondant du travail de l'IGF. Très bien, juste qu'ils soient les répondants du travail de l'IGF, on va parler message du président de la République. Comment avez-vous analysé ce message? D'abord, je pense que le chef de l'État a placé le mot à un moment très important. Puisque vous savez que à chaque fois que notre pays a été secoué, nous avons réussi à escalader ces murs grâce à l'unité. L'unité des pensées, l'unité des personnes et l'unité de la population. Rappelez-vous que lorsque nous étions dans les discussions directes avec la Belgique, nous sommes encore au soir de la colonisation, nous sommes le 10 janvier 1960, il était question de parler lors de la table ronde de l'indépendance de la RDC, mais déjà, nos pères indépendantistes ont réclamé la présence de Lumumba. Cette unité a permis à ce que les Belges soient déconcertés puisqu'ils comptaient sur la division des leaders politiques congolais. Cette unité les a déconcertés. Plus tard encore,
lorsqu'il s'est agi carrément de diviser ce pays lors des guerres qu'on a connues entre 1997 et 2001, il a été question que ce pays soit démembré, mais les Congolais tous ensemble ont dit non, pas de balkanisation. Et cela s'est démontré à plusieurs reprises. Le chef de l'État avait donc le besoin de recentrer nos pensées sur l'unité nationale, sur le besoin à ce que nous puissions nous concentrer sur le besoin de soutenir notre armée, à ce que nos jeunes puissent se dire qu'il faut défendre la patrie en s'insérant dans l'armée. Ce n'est pas normal que nous puissions avoir 2 345 000 km² de superficie et n'avoir qu'une armée de 100 000 hommes. Il faut qu'on augmente ce nombre, il faut qu'il y ait plus d'adhésion dans l'armée pour défendre notre chère patrie. Le chef de l'État a voulu que tous les Congolais se mettent au pas par rapport à cette agression qui nous est imposée. On n'a rien fait pour subir cela. Le seul péché qu'on a eu à commettre, c'est d'être un pays avec des potentialités, ce qui n'est pas normal. Pourtant, le président de la République a tendu la main à tous nos voisins, mais il y a un seul qui persiste et continue à être réfractaire et souhaite déstabiliser le Grand Congo. Cette fois-ci, ça ne marchera pas. Cette fois-ci, ça ne marchera pas. On va s'attarder sur ce voisin, la nature de ce voisin. Puis avant, je crois, avant le message du président de la République à la nation, l'ambassadeur du Rwanda, basé à Kinshasa, je parle de Vincent Kariga, était expulsé du territoire congolais. Beaucoup avaient jugé cette décision assez complaisante, dans la mesure où, d'un côté, le gouvernement soutient que le pays de Lumumba est agressé par le Rwanda, mais on chasse seulement l'ambassadeur, mais l'ambassade est restée. Ça veut dire que le Congo est en relation toujours avec le Rwanda. Je pense que dans ce genre de décision, il y a toujours une succession de décisions au regard de l'évolution de la situation. D'abord, si vous notez très bien, il y a eu une mise en garde qui a été remise à l'ambassadeur Karigeya par Mme Eve Bazaïba, qui à l'époque assumait l'intérim du ministre du VPM des Affaires étrangères. Ensuite, il y a eu cette expulsion. Donc, c'est des décisions qui vont crescendo dans le monde entier, ça se passe comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC n'est pas dans une contradiction. Lorsque, d'une part, il y a encore l'ambassade qui est en train de fonctionner, mais que l'ambassadeur soit remercié. C'est ce qui se passe dans le langage diplomatique. Mais d'autre part, la RDC est en train de démontrer à la face du monde que le Rwanda est un pays qui agresse. Mais nous ne disons pas que nous n'allons pas parler avec le Rwanda, mais nous disons que nous allons parler avec le Rwanda à condition qu'il retire ses troupes de notre territoire. C'est cela les conditions de la RDC. Est-ce que cela est une contradiction? Pas du tout. Parce que même notre chargé d'affaires, notre ambassadeur a été rappelé pour consultation ici à Kinshasa. Cela, c'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. C'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. Jean-Thierry Moussenepo, parlons un peu des accords que le Congo avait signés avec le Rwanda. Le président Félix, dans son message, a parlé de la double taxation. Il a parlé, je crois, de la raffinerie de minerais. Il a parlé, il y a un troisième accord qu'il a évoqué tout au long de son message à la nation. Pourquoi ces accords signés avec le Rwanda n'étaient pas passés par la voie, par le canal du Parlement? Rien n'interdit à ce que les pays puissent ratifier des accords économiques pour permettre surtout de soulager la vie des populations. Parce que si le chef de l'État a lui-même pesé de son poids pour que ces accords soient signés, c'est d'abord pour le bien de nos populations, qui se faisaient doublement taxer de part et d'autre. Et l'accord sur les raffineries, c'est des accords entre deux sociétés. Une société de droit congolais et l'autre de droit rwandais. Et le Parlement, à ce que je sache, n'a pas le droit de s'immiscer dans ce genre de choses. En ce qui concerne les questions de la double taxation, c'est la société civile qui avait depuis très longtemps sollicité cela pour appuyer les commerçants de notre pays. Et le chef de l'État a souhaité en parler lors de son adresse pour tordre le cou à ceux qui pensent qu'il y a des accords cachés qui existeraient entre la République démocratique du Congo et le Rwanda
sous la présidence de Félix Tshisekedi. Je peux vous dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et les accords économiques sont des accords qui ont permis notamment à ce que Rwandair puisse atterrir en République démocratique du Congo. Et dans le domaine de l'aviation civile, lorsque des signatures comme ça se passent, votre compagnie d'aviation aussi a le droit d'atterrir chez le voisin pour qui vous accordez des droits de survol sur votre territoire. Même le quartier général de son siège au niveau de la capitale Goma, du Nord Kivu. Non, mais tout cela était normal. Mais est-ce que vous avez vu cela? C'est des spéculations. C'est des spéculations. Vous n'avez pas vu le quartier général de Rwandair qui a été installé à Goma? Pas du tout. C'est des spéculations. Pas du tout. Alors, très bien. Je vous relance, Jean-Thierry Moussenepo. À un moment donné, on a cru que le président Tshisekedi et le président Paul Kagame, on avait constaté qu'ils étaient des bons amis. Le président Félix Tshisekedi l'a même traité de son frère. À quel moment les relations se sont dégradées? Parce que beaucoup de gens pensent que c'est le président Tshisekedi qui a trahi Paul Kagame, parce qu'on soutient qu'il a signé beaucoup d'engagements avec le Rwanda, qu'il n'a pas respecté. Même chose pour l'Ouganda et le Burundi. Qui a trahi qui finalement? Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a trahi Paul Kagame, ou c'est Paul Kagame qui a trahi Félix Tshisekedi par rapport à cette affaire? Paul Kagame a trahi l'Afrique, a trahi le Congo, a trahi le président Félix Tshisekedi par un comportement de trahison qui est des plus abjects, parce qu'il n'y a pas eu d'accord secret signé entre le président de la République et le président du Rwanda. Les accords qui ont été signés ont été mis sur la table et tout le monde le sait. C'est des accords d'ordre économique, des accords d'échange entre pays, des accords qui permettent à nos populations de pouvoir éviter la double taxation. Maintenant, lorsque dans le dos le président du Rwanda se permet de soutenir des terroristes du M23 en vue de mettre la main sur les richesses de notre pays, cela est inacceptable. On ne peut pas tolérer cela. En plein 21e siècle, cela ne s'explique pas du tout. On ne peut pas le comprendre. Il est tout à fait normal que notre pays puisse réagir par rapport à un tel affront. Parce que, en ce qui nous concerne, le M23 a été dissous en 2012. Et lorsqu'il a été dissous, il y a une partie de ces combattants qui ont été cantonnés en Ouganda et une autre partie au Rwanda. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ce mouvement puisse revenir avec une force de feu aussi puissante et aussi évidente? Et tous les éléments sont en train d'orienter les aiguilles vers un armement tactique du M23 par le Rwanda. Plusieurs éléments de l'armée rwandaise ont été arrêtés et déférés devant la communauté internationale, et ils faisaient partie des troupes du M23 en termes d'éléments effectifs. Cela est en train de démontrer à la face du monde que la RDC qui a tendu la main à ce pays, eh ben, cette main a reçu du crachat de la part du président rwandais. Cela est inacceptable. Est-ce que la décision était totalement mûrie d'aller embrasser Paul Kagame comme ça? On sait tous que Kagame avait même demandé le retardement de l'investiture de Félix Tshisekedi par la Cour. Après son élection, aussitôt arrivé au pouvoir, le tout premier partenaire qu'il a même traité de fiable et nécessaire et essentiel était Kagame. Est-ce que la décision était totalement mûrie? Sur la période qui va de 2016 à 2018, notre pays a été sévèrement isolé à cause des sanctions, à cause de tout ce qui s'est passé concernant le processus électoral. Donc lorsque le président de la République prend le pouvoir, il se donne le devoir de rouvrir le pays à la communauté internationale. Et cela, normalement, ne peut commencer que par les 9 voisins avec qui la RDC a des frontières en commun. C'est comme ça que nous avons commencé à voir le chef de l'État voyager à gauche et à droite pour rencontrer les présidents des autres pays. Mais posez-vous la question, parmi tous les autres présidents, pourquoi seulement le Rwanda qui a eu à cracher sur la main du chef de l'État? Est-ce que les autres présidents n'ont pas des envies ou des ambitions sur des partenariats économiques importants à faire avec la République démocratique du Congo? Pourquoi seulement le Rwanda? Pourquoi seulement lui? Seulement lui, parce que depuis 1997,
il a toujours calculé de faire main basse sur le Congo. Rappelez-vous, le président rwandais a commencé à nier son implication dans les rébellions qui se multipliaient ici sur le territoire national depuis longtemps, en 98 par exemple. Mais jusqu'à ce qu'il y ait un affrontement à Kisangani, qu'on appelle la guerre de 6 jours, entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. C'est là que le monde entier a eu les preuves de la présence militaire de l'armée rwandaise sur le territoire national. Donc nous ne sommes pas d'avis à penser que notre chef de l'État a eu à commettre une erreur. Depuis quand dans le monde est-ce que c'est la personne qui emmène le roseau de la paix qui doit être condamnée par rapport à celui qui utilise le couteau pour lui donner la réponse de la violence? Vous avez comme l'impression que le monde vous condamne plutôt que de condamner l'agresseur. Nous pensons aujourd'hui que la communauté internationale petit à petit est en train de se réveiller d'un sommeil profond. Quel est ce sommeil? La communauté internationale depuis 1994 a peint le Rwanda comme un pays sinistré. Nous savons tous que le génocide des Tutsis a été une page très sombre, non seulement dans l'histoire de ce pays, mais dans l'histoire de l'humanité. Mais au-delà de cela, la communauté internationale a toujours eu cette compassion-là envers ce pays. Ce qui faisait que depuis longtemps, lorsque notre pays disait « voilà, c'est le Rwanda qui soutient les rebelles » et ainsi de suite, personne ne croyait parce qu'on se disait « comment est-ce qu'un pays qui a connu de telles atrocités puisse soutenir des mouvements qui endeuillent son voisin ?» Personne ne pouvait croire à ça. Jusqu'à ce que petit à petit, aujourd'hui, les preuves commencent à faire surface et le monde entier commence à voir finalement que ce pays ou cet individu qui est le président du Rwanda n'est pas du tout l'ange qu'on croyait qui est venu sauver son pays des mains des génocidaires, mais c'est plutôt celui qui endeuille ses voisins, notamment la République démocratique du Congo. Très bien. Parlons maintenant de l'Ouganda. L'Ouganda qui jusqu'aujourd'hui est en mutualisation de force avec la République démocratique du Congo. Ça, on le sait tous. Mais l'Ouganda n'a pas le même entendement sur la nature du mouvement M23. Kinshasa considère les M23 comme un mouvement terroriste, alors que l'Ouganda, à travers le fils Museveni, qui a beaucoup de responsabilités au sein de l'armée même du pays, considère que les M23, c'est juste un mouvement rebelle qui défend le droit de la communauté Tutsi au Congo. Que pensez-vous? D'abord, le fils du président Museveni a été viré de ses responsabilités. Il n'est plus responsable de l'armée de terre, comme ça a été le cas. Oui, il a été viré de ses fonctions à cause justement de ses positions qui ne cadrent avec aucune réalité. Deuxièmement, la communauté des Tutsis ou des rwandophones congolais a été reçue par le chef de l'État. Ils ne soutiennent pas cette démarche de va-t-en-guerre de ceux qui se disent les défendre. Depuis quand vous avez vu une rébellion dans le monde prendre les armes, revendiquer, défendre une communauté, mais que cette communauté-là dise « on ne vous connaît pas, on ne vous reconnaît pas ». La plus ancienne des rébellions que l'Afrique ait connue, c'est la rébellion du Biafra, au Nigeria. Mais aujourd'hui, cette rébellion du Delta, vous n'allez jamais les entendre, les populations du Delta du Nigeria dire qu'ils ne sont pas ensemble avec ceux qui prennent les armes pour les défendre face à ceux qui exploitent leur pétrole. Pas du tout. Mais c'est une première que l'on voit des individus du M23 qui disent défendre une communauté, mais que cette communauté ne reconnaît même pas leur démarche. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, ces rebelles qui hier étaient en train de dire qu'ils font la guerre parce qu'il n'y a pas de supermarché dans le grand est de notre pays, parce qu'il n'y a pas assez de liberté et ainsi de suite, aujourd'hui commencent à dire qu'ils sont là pour une quelconque communauté. Nous n'allons pas croire en ces balivernes. Même si c'est le cas, pourquoi alors avoir repris la route des armes alors que le chef de l'État avait ouvert des négociations à Nairobi pour convier justement à ce que ces différents groupes armés puissent venir parler avec le gouvernement? Je vous informe qu'il y a une branche du M23 qui s'est retrouvée à Nairobi en discussion avec le gouvernement. Mais pourquoi ceux-là, qui sont conduits par Sultani Makenga et Bissimois, ont choisi de reprendre les armes? Ça signifie qu'il y a une main noire derrière. Il n'y a aucune revendication nationale dans ce qu'ils sont en train de faire. Quelle est la revendication?
lorsqu'ils prennent la parole, ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de reprocher au gouvernement? Le non-respect des accords. Quels accords? Ils étaient à Kinshasa pendant 14 mois. Non, attends, ça c'est bien beau de le dire. Selon les déclarations. Quels sont ces accords? Nous avons tous l'accord cadre d'Addis Abeba, qui est le boussole et qui est l'élément sur lequel le président de la République s'est appuyé pour rouvrir pour parler à Nairobi, avec les différents groupes armés qui pilulent l'Est de notre pays, dont le M23. Alors, ils sont en train de dire quoi? Ils sont venus à Kinshasa et tout ça. Ça, c'est les vues de l'esprit. Qu'ils disent quels sont les accords signés avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, violés par Félix Tshisekedi. Qu'ils le disent. Vous croyez que la manière dont M. Ngoma, le porte-parole de ces terroristes, parle, s'il avait des éléments comme ça, il n'allait pas le mettre sur la place publique? Il allait le faire. Ils ne le font pas parce que ça n'existe pas. Ils n'ont jamais été ici, logés, nourris aux frais du gouvernement pendant 14 mois. Mon cher frère, qu'ils aient été ici ou pas, moi je vous pose une question. Quel est l'accord qu'ils disent que le gouvernement a violé? Qu'ils le disent. Selon vous, il n'y a pas d'accord? L'agenda n'est pas le leur. Ils ne sont que des hommes liges. L'agenda, c'est celui du président rwandais, qui, par le trichement de la rébellion, a une meilleure possibilité d'exploiter les minerais de la RDC. Il ne faut pas se faire un film, c'est ça la réalité. Très bien, merci beaucoup. On va évoluer toujours dans ces schémas du M23. Vous avez suivi, tout comme moi, les déclarations du secrétaire général des Nations Unies à la veille de l'Assemblée générale, la dernière d'ailleurs, où, sans gêne, il a déclaré que le M23 disposait d'un armement plus sophistiqué que celui de la MONUSCO. C'est comme une armée classique. À la question de savoir d'où venait cet armement du M23, le CG de l'ONU avait déclaré qu'il ne savait pas. Ça vient de quelque part. Je pense que ce langage ambigu ne nous arrange pas. Nous, en tant que pays, nous pensons que la communauté internationale doit finalement prendre ses responsabilités. Parce que cette déstabilisation de la partie est de notre pays, c'est de la responsabilité de la communauté internationale, qui a demandé au gouvernement Kengo de l'époque d'ouvrir les frontières de la RDC pour que les réfugiés du Rwanda entrent ici. Ils n'ont pas filtré qui entrait et qui sortait. Nous avons comme ça reçu, comme dans l'arche de Noé, tous les animaux de la faune du monde. Des rebelles, des bandits et tout ce qu'il fallait de mal ou de bien, nous les avons reçus ici. Mais aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui est en train de payer le prix de son hospitalité. Aujourd'hui, c'est nous qu'on pointe du doigt, comme si nous soutenons le FDLR, alors que notre gouvernement a combattu le FDLR. Mon chef de parti, l'honorable Mende, a participé à la remise des éléments des FDLR dans l'Est à la MONUSCO, en présence des responsables du Rwanda. La RDC a toujours montré sa bonne volonté dans tous les cas de figure. Mais ce que fait la communauté internationale aujourd'hui, ça nous laisse pantois. Vous auriez voulu qu'ils disent clairement que les armements viennent du Rwanda? Mais écoutez, il faut citer le chat par son nom. Parce qu'il y a un mécanisme au niveau des Nations Unies pour frapper d'embargo, n'est-ce pas, les groupes armés qui s'approvisionnent en armes. À ce que je sache, il n'y a pas d'usine de fabrication de Kalachnikov, de RPG ou de Mi.5 dans cette partie du pays. Donc ces armes proviennent des pays limitrophes. Et lorsque l'on pousse le raisonnement plus loin, ces armes qui viennent des pays limitrophes viennent principalement du Rwanda. Mais alors, comment est-ce qu'on a du mal à citer cette origine des armes? Ce n'est pas la faiblesse de notre diplomatie qui n'arrive pas à faire cracher de mots dans la bouche de responsables des Nations Unies. Qu'est-ce que notre diplomatie a à voir avec une mauvaise foi, avec un aveuglement volontaire? Ça, c'est de l'aveuglement volontaire. Peut-être qu'on ne joue pas les jeux correctement au niveau des concerts des nations. Quel est le qu'on obtienne finalement la condamnation des Nations Unies? Quel est le jeu correct que nous devons jouer si ce n'est celui de défendre nos intérêts en tant que nation, comme le font toutes les autres nations? Ça n'a rien à voir avec le fait que nous souhaitons mettre en mal qui que ce soit. La République démocratique du Congo ne l'a jamais fait. Mais à chaque fois, nous avons l'impression que la communauté internationale ne joue pas un franc jeu. Parce qu'au moment où nous attendons justement la condamnation de ce pays qui agresse notre paisible nation, nous ne voyons pas ces condamnations venir de manière claire.
Alors que nous attendons à ce qu'il y Pourquoi ait ça des ne vient sanctions. pas? Pourquoi ça ne vient pas? Justement, il faut poser la question. Que faut-il faire pour que ça vienne? Que faut-il faire? Ouais, pour que les Nations Unies condamnent fermement l'agression il faut que l'on rwandaise. continue à leur dire de le faire. Et nous n'allons pas nous fatiguer de le faire. Nous n'allons pas nous fatiguer de faire des tribunes, de leur écrire, de leur envoyer les preuves que nous récoltons, que nous répertorions. Nous n'allons pas nous fatiguer de leur mettre la pression. Parce que finalement, ce n'est que comme ça que ça marche. Ce n'est comme ça que ça marche. On va voir si ces mots suffiront pour que finalement il y ait... Nous allons user de toutes les voies démocratiques. La démocratiques. situation. Surtout que la République démocratique du Congo ne dit pas qu'elle n'est pas prête à pouvoir écouter la communauté internationale et les autres pays. Parlons de l'embargo de régime de notification qu'on nous a imposé. On va parler du régime de notification parce qu'il n'y a pas d'embargo, selon les informations à notre possession. Il y a un régime de notification. Est-ce que vous comprenez le fait que d'un côté, les Nations Unies disent que les M23 ont un armement sophistiqué, mais que de l'autre côté, on impose un régime de notification, pas à la RDC, mais à ceux qui vendent ou qui doivent vendre des armes à la République démocratique du Congo. À quel jeu joue la communauté internationale? Bonne question, c'est ce que nous tous nous posons comme question. Mais il faut noter que ce régime est la résultante de ce qu'a été le prisme par lequel la communauté internationale regardait la RDC au lendemain de différentes guerres que nous avons connues, notamment entre 1997 jusqu'à 2001-2003. C'est par rapport à cela qu'il y a eu notamment ces embargos jusqu'à devenir un régime de notification. Mais en ce qui nous concerne, nous disons que ce prisme-là est cassé. On ne peut pas continuer à regarder la RDC comme étant un pays qui doit nécessairement être sous un tel régime. Pourquoi? Parce que le monde de la vente des armes, c'est un monde qui demande aussi de la confidentialité. Quel est cet opérateur économique, vendeur ou fabricant d'armes qui acceptera à chaque fois de pouvoir dire ce qu'il est en train de vendre à tel ou tel autre pays? C'est vrai que ce sont les Nations Unies qui le disent, mais les autres, surtout les vendeurs, ils préféreront ne pas traiter avec vous. Donc en quelque sorte, pour nous, c'est un embargo. Ils peuvent appeler ça un régime de notification. Mais attendez, un embargo lorsque Tacite, qui ne dit pas son nom. Voilà. Lorsque vous dites qu'il faut notifier, et vous demandez à celui qui vend de notifier, s'il lui veut garder secret les armes qu'il fabrique et qu'il met à disposition de ses clients, carrément il ne va pas commercer avec ce pays pour lequel il faille faire une notification aux Nations Unies. Qui perd en ce moment-là? C'est la République démocratique du Congo. D'autre part aussi, je profiterai de votre micro pour interpeller notre gouvernement. Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas des navires battant pavillon congolais pour que nous soyons obligés de chercher des armateurs pour prendre en charge nos cargaisons? Les lignes maritimes congolaises, depuis longtemps, ont mené des démarches pour qu'il y ait des bateaux en leasing, pour permettre à ce que nous puissions nous-mêmes transporter nos cargaisons. Pourquoi est-ce que les avis traînent? Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas nos propres navires? Alors que cette société d'État où l'État lui-même est actionnaire à 100% est remis de ses cendres. C'est aussi une part notre propre responsabilité. Nous devons apprendre aussi nous-mêmes à nous prendre au sérieux. C'est bien de blâmer la communauté internationale et tout ça, mais l'exemple donné récemment par le VPM Lutundula m'a choqué. Ce n'est pas normal que nous continuions à attendre. Quand il dit qu'il y avait un transporteur qui a refusé de prendre en compte les cargaisons de la RDC, puisque nous sommes sous ce régime, selon eux. Mais c'est puisque nous-mêmes, nous ne nous prenons pas au sérieux. Nous devons remettre sur pied le fonctionnement de notre armement national. C'est important pour ce genre de situation, parce que, même sur le plan tactique, c'est dangereux à ce qu'il y ait d'autres pays qui transportent vos cargaisons d'armes, parce qu'ils peuvent transmettre à l'étranger ou à vos ennemis tout ce que vous faites comme commande. Très bien. Le monde ne vous fait pas confiance, parce que très souvent, vos armes se sont retrouvées entre les mains des rebelles. D'où le régime de notification reste toujours d'actualité, parce que jusque-là, d'après nos informations, le Congo n'est pas à mesure de faire le marquage sur ses armes. Qu'est-ce qui est fait au niveau du pays pour que finalement la Commission nationale sur l'identification d'armes soit dynamique
et être à la hauteur de marquer nos armes et gagner en crédibilité, en confiance au niveau du système des Nations Unies? Moi, je pense que c'est quand même injuste de le dire, puisque les armes qui se retrouvent aujourd'hui entre les mains de ces terroristes viennent d'où? Pas de nos troupes. Nous connaissons en majorité quel type d'armes est-ce que les militaires, les fantassins, les commandos congolais utilisent. Mais ce que l'on retrouve, ce ne sont pas des armes répertoriées par notre ministère de la Défense. Nous sommes un pays post-conflit. Nous sommes en train de nous refaire à tous les niveaux. On est en train de refaire l'appareillage qui peut accompagner le pays à se mettre debout. Mais on ne peut pas nous demander de mettre la charrue avant le bœuf et nous imposer certaines normes qui sont des normes à être mises en place par des pays qui sont censés avoir bien fonctionné dans le temps. Ce sont des standards au niveau international. Mais bien sûr, nous le faisons chaque jour. On ne va pas déroger à ça. On ne va jamais déroger à cela, mais il faut un temps pour que le pays se mette au pas. Et c'est en train d'être fait. Est-ce que c'est une raison pour que l'on puisse nous sacrifier comme ça face à un pays clairement agresseur? Ce n'est pas normal. C'est pas Et normal. aujourd'hui, ça n'aide pas la communauté internationale par rapport à la perception de nos populations sur cette communauté internationale. Qu'est-ce que le peuple note? Le peuple note que lorsque le Congo avait besoin d'une oreille attentive, elle ne l'a pas eue. Aujourd'hui, c'est le Congo qui pleure. Mais demain, ça peut être un autre pays. Et lorsque le Congo aussi va faire la sourde oreille, qu'est-ce que l'on dira? Le monde aujourd'hui est un cercle vicieux. Lorsque vous êtes en train de mener une action à gauche, comme on dit, le battement des ailes des papillons en Indonésie crée la pluie aux États-Unis. Très bien. Alors, on reste sur cette même question. Le président de la République avait dit que l'option diplomatique, il avait deux options sur sa table. L'option militaire et diplomatique. L'option diplomatique a déjà échoué, d'après lui. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'option diplomatique échoue? Et qu'est-ce qui va rassurer le Congolais de croire que cette fois-ci, ça sera la bonne? Parce qu'on dit que dans les jours qui suivent, dans les 15 jours qui suivent, les Congo, les responsables du gouvernement seront encore à Nairobi pour discuter avec les rebelles. Quelles sont les nouvelles bases sur lesquelles les négociations partiront? Parce que celles d'avant ont échoué, d'après le président de la République. Je pense que l'échec n'est pas de notre chef. L'échec, c'est de la part de ceux qui continuent à penser que brûler chez le voisin va continuer à les mettre à l'abri de beaucoup de choses. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, par contre, la diplomatie, elle est toujours sur la table. On ne peut pas l'écarter. Mais par contre, même si elle a échoué. Mais par contre, non, elle n'a pas échoué. Sur toute la ligne, on a été à Kigali, à Kampala, à Bujumbura, à Luanda, à Nairobi. Pas du tout. Voire au niveau de la médiation avec le président français. Pas du tout. Le M23 ne s'est toujours pas retiré. La diplomatie, c'est un processus, vous savez. C'est un processus qui n'est pas du tout facile, qui prend du temps. Rappelez-vous de la situation du Sinaï. C'est depuis très longtemps que l'Égypte avait perdu le Sinaï. Mais il a fallu qu'un grand homme comme le président Nasser puisse venir pour régler le problème de ce contentieux avec Israël. La diplomatie, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais la diplomatie, nous n'allons pas y aller aveuglement. Pour la RDC et pour les autorités de notre pays, vous avez suivi nos responsables de la diplomatie, ils sont clairs que nous n'allons pas discuter avec le couteau à la gorge. Il faut que ces terroristes dégagent de notre territoire national. Ensuite, nous allons accepter de parler avec qui que ce soit. C'est faisable, ça? Mais bien sûr, parce qu'il s'agit de notre territoire national. Dans cet état, le Congo n'est pas en position de faiblesse? Nous ne sommes pas en position de faiblesse, parce que si nous étions en position de faiblesse, mon cher ami, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, Goma serait entre les mains de ces voyous. Nous ne sommes pas en position de faiblesse. Notre armée se comporte comme une armée nationaliste et qui se bat réellement sur terrain. Donc pour nous, nous ne pouvons pas aller négocier le couteau à la gorge avec les terroristes qui endeuillent nos populations. Là où nos populations sont, lorsque ces rebelles quittent après la puissance de feu des FARDC, mais c'est que les FARDC découvrent, c'est grave. Vos confrères journalistes sont bastonnés. Ces terroristes du M23 se livrent à des pillages systématiques des maisons des gens, des boutiques, des supermarchés, pillés systématiquement, des femmes violées.
des enfants bastonnés. C'est une situation alarmante. Comment aller négocier avec des gens qui continuent à narguer vos populations comme ça? Sincèrement. C'est inacceptable. Mais dans la mesure où ce retrait sera constaté, je pense que nos autorités vont essayer de voir dans quelle option il faudrait négocier. Si cela échoue? Nous ne souhaitons pas que cela échoue. Au cas où cela pourrait arriver? Puisque nos populations ont besoin de paix. Nous souhaitons que ça réussisse. C'est une hypothèse. Nous souhaitons que ces rencontres, ces dialogues puissent réussir. Si ça ne réussit pas comme par le passé? Non, il faut que ça réussisse parce que le dialogue et la diplomatie sont meilleurs que la guerre. Parce que comme je l'ai toujours dit, la cartouche n'a pas de nom inscrit au-dessus. Lorsque l'on tire, ça peut être un terroriste du M23 qui meurt, mais ça peut aussi tomber sur une maman qui va laisser des orphelins. Donc s'il faut éviter ce genre de drame, mais obtenir le retrait de nos territoires de ces bandits, pourquoi pas? Ça sera qui l'interlocuteur? Les M23 ou son mentor qui est le Rwanda? Je pense que la République démocratique du Congo a depuis longtemps défini le cadre de concertation au niveau de Nairobi, puisque c'est ouvert non seulement aux acteurs directs, mais aussi indirects, qui participent à la déstabilisation de notre Grand Est. Et il n'y a pas que ces terroristes du M23. Il y a plusieurs autres groupes armés, comme le Codeco et autres. Voilà, parlons de la force régionale. On a déjà une armée, on va dire, la MONUSCO au Congo, qui a mis beaucoup de temps. On ajoute la force régionale. Les Kenyans sont déjà là au niveau de Goma. Les premières déclarations priorisent l'option politique et diplomatique. Comment analysez-vous cette question? Une force qui vient, pas pour combattre directement les M23, mais qui, cette fois-là, prétendument déclare qu'elles sont là d'abord pour prioriser l'option, le processus politique et diplomatique. Moi, je pense que cette force régionale est venue suivant les négociations qu'il y a eu au niveau de la sous-région. C'est des décisions qui sont venues de la sous-région. Et ces décisions ont donné lieu à la mise en place de cette force sous-régionale. Je ne vois pas cette force sous-régionale aller à l'encontre de sa genèse, c'est-à-dire issue des décisions politiques et diplomatiques. Je ne vois pas non plus un responsable militaire venir dire « nous venons ici pour canarder les terroristes du M23 ». Non. Un langage humanitaire, un langage diplomatique, un langage qui va dans le sens de ce qu'a été décidé par les pères africains. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait réellement de l'interposition, parce que lorsque vous lisez entre les lignes ce qu'a dit ce commandant des opérations des armées de la sous-région, il dit que nous allons désarmer ces groupes qui déstabilisent l'Est de la RDC. Ils vont les désarmer avec quoi? Avec des chapelets. Ils vont les désarmer avec des armes. Ça va tirer. Mais lorsque ça va tirer, il ne va pas venir l'annoncer devant la presse. Donc il faut à un certain moment comprendre ce qu'est un langage diplomatique et un langage de terrain. Troisièmement, cette armée ou ces armées sont là grâce à la signature de la SOFA. Et le ministre des Affaires étrangères a eu à faire le résumé de ce que contient la mission de cette force sous-régionale. Et entre autres, c'est une force offensive. Donc, c'est sur base de ces éléments que nous allons nous pencher. Nous n'allons pas nous pencher sur les déclarations d'ordre humanitaire, d'ordre diplomatique, tenues par un général. Mais sur le plan tactique, c'est autre chose qui va se faire, mais dans l'esprit de ce qui a été décidé par les pères africains, c'est-à-dire un dialogue politique, un avancement politique, puisque même au-delà de n'importe quel affrontement, on finit toujours par un dialogue politique. La venue de cette force ne peut-elle pas être interprétée comme une faiblesse de l'armée nationale qui n'arrive plus à assurer l'intégrité territoriale de la RDC? Quid la réforme et tout ce qui va avec pour rendre notre armée compétitive sur le terrain?
Non, pas du tout. Vous savez que nous sommes un pays post-conflit, je ne cesse de le dire. Et que nous avons suffisamment accumulé des lacunes au sein de l'organisation de notre armée. Ça, il faut le reconnaître. Mais depuis 5 ans, cette réforme a commencé avec des nouvelles recrues, avec un nouveau commandement militaire, avec des systèmes beaucoup plus élaborés pour que nous ayons une armée nationale et que nous puissions écarter l'écart qu'il y a eu avec les multiples brassages et ainsi de suite. Donc il faut un temps. Et cela n'est pas interdit à ce que nous puissions être appuyés par des pays frères. Cela n'est pas interdit. Lorsque Mobutu envoie les 150 paracommandos zaïrois pour sauver le Tchad de la main de Kadhafi, ce n'est pas que l'armée de Hissène Habré n'avait pas de compétences. Lorsque l'armée congolaise se déploie à Bambari dans le Centrafrique pour appuyer les forces des Nations Unies et les forces alliées pour défendre le régime de Bangui, ce n'est pas que l'armée centrafricaine n'était pas assez forte pour repousser les Séléka. Lorsque l'armée zaïroise à l'époque a appuyé plusieurs autres armées du monde et a été appuyée notamment aussi avec les armées du monde, notamment les Marocains et les troupes aéroportées françaises à Kolwezi. Ce n'est pas parce que notre armée était faible. Dans le monde entier, ça se passe comme ça. Même les États-Unis, qui ont déployé leurs forces en Afghanistan, ont connu l'appui de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, et ainsi de suite. Pour vous, cet appui Donc, est normal. Ça n'a rien de faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse parce qu'écoutez, lorsque vous envoyez moins de 1000 hommes pour appuyer une armée de 100 000 hommes, en quoi est-ce qu'il y a une faiblesse? Il y a plutôt un appui qui envoie aussi un message diplomatique et politique. Quel est ce message? Que la République démocratique du Congo n'est pas seule dans cette lutte contre l'anarchie. C'est cela aussi qu'il faut percevoir. Il ne faut pas se limiter à voir la présence militaire des troupes amies. Il faut aussi percevoir le langage qui est envoyé dans cet appui. Ce langage dit « la République démocratique du Congo n'est pas seule. Les autres pays africains sont en train de soutenir son processus d'accès à la paix pour sa partie Est. » C'est cela. Très bien. Il en faut combien d'années pour des réformes au sein de l'armée? Je vais parler de Martin Fayulu, qui a dit qu'à 4 ans, on peut réformer l'armée, la doter de quoi survivre, la doter de quoi faire la guerre. Il y pense que Félix Tshisekedi, 4 ans au pouvoir, n'a rien et alors rien fait dans ce domaine. Conséquence, l'armée est très faible. Martin Fayulu n'a-t-il pas raison lorsqu'il dit qu'en 4 ans, on pouvait faire quelque chose au sein de l'armée et que rien n'a été fait? Si le président Martin Fayulu dit que rien n'a été fait en 4 ans pour l'armée, c'est par pur cynisme politique. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Parce que si rien n'avait été fait dans notre armée, je vous dis aujourd'hui que le M23 allait, comme dans du beurre, passer tous nos verrous pour arriver à Goma. Puisque leur objectif, ce n'est pas de rester à Bunagana. Ils sont restés à Bunagana parce que l'armée les a contraints d'y rester. Ils seraient à Goma. D'autre part, je ne reconnais pas en M. Fayulu un breveté d'état-major ou un technicien d'état-major militaire. Donc je ne vois pas sur base de quoi il peut dire qu'en 4 ans, on peut mettre en place une armée sophistiquée ou quoi que ce soit. Encore que, parlant de M. Fayulu, j'ai fait une tribune, M. Local, pour demander à ce que nous puissions sauver notre frère. Sauver Martin Fayulu de quoi? Mais de cette façon où il est en train de se contredire du jour le jour. J'ai connu un Martin Fayulu, 2e des élections présidentielles, qui avait le profil de prendre le porte-parole de l'opposition. Mais pourquoi les autres l'ont quitté? À cause de la tergiversation. Et il continue dans ça. Il prend la parole pour dire que nous devons avoir tous un seul langage. Soutenir nos FARDC et les institutions de la République face à cette agression. Son parti l'a applaudi. Les Congolais ont reconnu en lui celui qu'ils ont connu lors de la campagne de 2018. Mais tout d'un coup, il se lance dans des diatribes et dans des insultes qui n'ont ni tête ni queue. Quand il dit que le chef de l'État est compétent, irresponsable, il n'a pas de ressources intellectuelles, vous pensez que ce sont des injures? Mais celui qui n'a pas de ressources intellectuelles, qui n'a pas de compétences, réussit à remonter le pays.
réussi à engranger ce que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui comme réalisation. Réussi à le battre aux élections. Lui qui est pétri de compétences intellectuelles. Quel est le résultat qu'il a eu? Il n'a jamais accepté la défaite. Hein. Mais écoutez, ça c'est le lot de tous les perdants. Même moi, lorsque j'ai perdu aux élections législatives, je n'ai jamais accepté cette défaite. Tous les perdants sont comme ça. Ils ont un peu les mêmes réactions que les prisonniers. Lorsque vous allez dans un amigo en prison, tous les prisonniers sont innocents. C'est toujours la faute du magistrat. C'est toujours la faute du juge. Eux, ils n'ont rien fait. C'est ça, Martin Fayulu? Oui, c'est pas bon ça. Les élections arrivent. Il ne peut pas continuer comme ça. Il va perdre une position que les Congolais lui ont donnée, celui d'être un chef de file de l'opposition, avec un score second aux élections. Ce n'est pas n'importe quoi, être second aux élections. Je pense qu'il faut qu'il se remette dans cette posture-là. Donc, pour moi, les propos de M. Martin Fayulu, jusqu'à ce qu'il va se remettre dans une posture équilibrée, je ne vais plus parler de ces propos parce que c'est des propos... c'est des propos obtus. Qu'est-ce que vous attendez par se mettre dans une posture équilibrée? Mais puisque je ne peux pas comprendre de tels changements de position comme une pirouette d'un responsable, ça m'étonne. Encore que tout ce qu'il dit n'est basé sur rien, mon cher ami. Les responsables politiques sont attendus par rapport à leur discours et non par rapport à des énumérations purement populistes. En 4 ans, on peut beaucoup faire à l'armée, Il faut étayer ce que vous dites, messieurs. Quel est votre discours? Pour sortir l'Est des problèmes, qu'est-ce que vous apportez comme plan? Prouvé de manière scientifique. Voilà les réponses que nous allons donner sur le plan social. Le chef de l'État lui en a donné. Le projet de développement local de 145 territoires. Voilà ce que nous allons donner à nos enfants. Qu'est-ce que vous allez donner? Quel est votre programme? Nous, notre gouvernement l'a donné, la gratuité de l'enseignement. Voilà ce que nous allons donner à l'armée. Nous, on a donné avec l'augmentation de la solde. Qu'est-ce que vous allez donner? C'est ça qu'on attend de vous. Pas commencer à critiquer les gens avec des propos qui sont à la limite injurieux. C'est dégradant. C'est irresponsable, malheureusement. Il a dit que vous avez mobilisé le pouvoir, des 1000 policiers armés jusqu'aux dents pour perturber son retour au pays, craignant le renversement du pouvoir. Je pense que le président date d'il y a plusieurs années. Je pense que le président de l'ESID est en train de perdre la réalité. La réalité est qu'il n'a plus personne derrière lui. Il n'a plus personne. Quand je dis il n'a plus personne, c'est-à-dire que... Vous ne laissez pas comme l'État il a sa femme et ses enfants. Quand je dis il n'a plus personne, c'est-à-dire que toute cette masse qui a cru en lui en 2018, qui a fait de lui second aux élections, n'est plus avec lui. Il ne faut pas qu'il se cache derrière les policiers qui étaient déployés pour accueillir le ballet diplomatique qu'il y a eu ce dimanche-là, avec une dissipation de sa masse. Ah, attendez, vous dites que les policiers qui étaient à l'aéroport... Il y avait un ballet diplomatique. Il fallait protéger les présidents qui arrivaient. Pas pour encadrer Martin Fayulu afin qu'il ne fasse pas son show. Qu'est-ce qu'il fallait encadrer, mon cher ami? Une centaine de personnes. Ah. Une centaine de personnes. Ça on a vu Martin entourer quand même des policiers. Ça, même les sous-siates des communes où il est passé, vous pouvez bien le faire. Non, il n'y a plus personne. Cette masse-là qu'il espérait voir n'était pas venue. Donc les alors il fallait récupérer de manière politicienne et accuser la police. La police n'était pas là pour non, il n'empêchait disperser les manifestants. Il y avait personne. Quel manifestant? Il y avait personne. Quel manifestant il y avait? Une centaine. Vraiment, la police va se déployer à ce nombre-là pour 100 personnes. Papa, il faut être sérieux. C'est comme ça que moi j'ai lancé un appel. Parce que nous sommes dans une démocratie. On ne peut pas, nous, être une majorité présidentielle et ne pas avoir une opposition. Nous voulons avoir une opposition républicaine. Mais que cette opposition se réveille. C'est pour cela que j'ai fait une tribune pour dire « Sauvons Fayulu » parce que c'est celui que le peuple a choisi comme second. Son rôle, c'est être chef de file de l'opposition. Alors il faut qu'il se réveille. Il est en train de tout perdre. À force d'injurier, à force de critiquer sans base, à force de ne pas apporter un discours qui soit étayé par des propos réels. Très bien. Alors, aussitôt après cette
c'est arrivé, hein, qui manquait de Martin Fayulu. Il a tenu un point de presse, une communication, on va le dire, où il a déclaré, après avoir étalé un certain nombre de choses sur les compromissions du président de la République, il a dit « Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a trahi la nation. Il doit être poursuivi pour haute trahison, pour tous les actes qu'il a posés, qui exposent aujourd'hui la République démocratique du Congo. » Comment réagissez-vous? Mais c'est même méchant de le dire. C'est même méchant de le dire parce que le président Tshisekedi a hérité d'une situation assez complexe en ce qui concerne l'Est de notre pays. Rappelez-vous que pour les ADF, c'est depuis 1995 qu'ils sont sur le territoire congolais. Pour les FDLR, c'est depuis 1994. Pour les autres rébellions et les autres mouvements, c'est entre 1998 à 2001 qu'ils ont eu à naître. Et d'autres ont continué à exister, soutenus notamment par certains hommes politiques ici. Qui pour des besoins d'influence, d'autres pour l'exploitation de nos richesses de sous-sol. Alors, dire que c'est la responsabilité du président Tshisekedi, c'est carrément ne pas connaître l'histoire de ce pays. Deuxièmement, le président Tshisekedi a consacré 80% de son temps pour régler les problèmes de l'Est. Si aujourd'hui... C'est son devoir. Hein. Mais bien entendu. Et il l'a fait. Mais méconnaître cela, c'est méchant. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cet état de siège, je vous assure que la situation à l'Est allait être explosive. Peut-être même qu'on aurait déjà perdu cette partie du pays. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne s'en rendent pas compte. L'Ituri et le Nord Kivu seraient partis depuis longtemps. C'est grâce notamment à l'instauration de l'état de siège. C'est grâce notamment à la diplomatie agissante du chef de l'État qu'il y a eu toutes ces avancées et le freinage de cette insécurité qu'on a enregistrée dans cette partie du pays. Alors cette haute trahison est enregistrée par rapport à quoi? Elle n'est pas fondée, d'après vous? Elle n'est pas du tout fondée. La preuve, quelques heures après, lorsque le président du CENSA est allé voir le président Fayulu, il a dit qu'il voulait rencontrer le chef de l'État. Il va rencontrer celui qui est accusé de haute trahison pour partager avec lui la peine ou pourquoi? Ça signifie que la posture politicienne ne paye plus. Le peuple a besoin des faits, le peuple a besoin des choses palpables. Nous gagnons du terrain parce que chaque jour, nous démontrons au peuple ce qui est fait. La posture politicienne ne paye plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais est suffisamment mûr. Tu ne peux plus venir lui dire, monsieur Lokala est un égorgeur. Sans preuve. Rien que le dire ne fait pas passer M. Lokala pour égorgeur. Nous avons connu dans ce pays donc l'accusation de haute trahison est une accusation sans preuve. On a connu dans ce pays ici des gens qui ont été ostracisés seulement sur base des rumeurs. Paix à son âme, mon vieux Verkis. On l'a ostracisé ici disant qu'il liquidait ceux qui avaient des calvities. Une fausse histoire montée juste pour le déstabiliser dans ses affaires. Mais aujourd'hui, ce genre de choses ne passe plus. Le peuple ne peut plus gober n'importe quoi comme ça. Ce qui fait que lorsque vous êtes champion ou chantre de ce genre de pratique, vous allez vous retrouver seul. Parce que finalement, le peuple se dit, ce monsieur n'est pas sérieux. D'où l'importance pour moi que nous puissions tous nous mettre dans la posture de sauver notre vieux. Sauver notre vieux. Qu'il quitte cette posture. Sauver Martin Fayulu. Oui, qu'il quitte cette posture, qu'il revienne à la posture que le peuple lui a donnée. Celle d'être le second, le chef de file de l'opposition, en tant que second aux élections. Le président élu, Célissou ne passera pas à décider. Jean-Thierry Moussenepo, il est président de la Ligue de jeunes de la Convention de Congolais Unis, parti cher à l'honorable Lambert Mindeo Malanga. Il est communicateur, il est intellectuel, entrepreneur de son État. On est dans ces installations où nous tournons cette émission avec lui. Alors, on va aller dans cet appel à la cohésion. On a déjà abordé l'appel à la cohésion, mais on va plutôt parler de faire taire les divergences pour que finalement on sauve la nation. Il y a des préalables. On parle des crispations politiques. Il y a des prisonniers politiques qui doivent être libérés avant, bien entendu, de parler unité, parler cohésion, parler concertation pour sauver la nation. Notamment les cas de Jimmy Kitenge, Barnabé Belingano, Kabound, des exilés politiques. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État devrait poser quelques actes qui vont rassurer
l'opposition a fait que celle-ci lui rejoigne pour que finalement des discussions soient entreprises au plus haut sommet de l'État afin que cette unité, cette cohésion soit recréée pour sauver la nation. Je pense que il ne faut pas parler dans le contexte actuel du Congo de prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Il y a des citoyens congolais qui ont été interpellés pour des actes qui ont violé le droit commun. Qu'il soit politique ou pas, le droit s'applique à tout le monde. Lorsque je me réveille un matin, homme politique que je suis, je me mets à insulter Patrick Lokala, si vous portez plainte, je serai interpellé. Si ensuite le magistrat pense qu'il faut qu'il me mette sous mandat d'arrêt provisoire, ça n'aura rien à voir avec le fait que je sois un homme politique ou pas. C'est le droit commun qui l'exige. C'est vrai que c'est regrettable que des grands intellectuels, des grands penseurs de notre système politique comme Barnabé ou Jimmy soient en prison. Je le regrette personnellement. Monsieur Kabound également. Mais si nous voulons construire un état de droit et nous voulons construire un état sérieux, nous devons justement faire appliquer la loi. Lorsque vous avez le courage de venir dire à la place publique que M. Mosenepo est un voleur, vous devez avoir la possibilité de le prouver. Parce qu'autant que vous avez vos droits, autant que j'ai les miens aussi. Comment construire une société basée sur le mensonge, sur l'insulte, sur la calomnie? Ça ne s'explique pas. Et il ne faudrait pas se cacher derrière la posture politique pour dire que j'ai été arrêté parce que je suis politicien. Non. Si c'était le cas, tous les hommes politiques seraient aux arrêts. Tous alors, sans exception. Qui ne partagent pas les positions de l'Union sacrée. Mais ceux qui sont en prison, vous allez vous-même vous en rendre compte que c'est puisqu'ils ont eu à violer le droit commun. Très bien. Deuxième préalable, le respect des engagements pris. D'après l'opposition, j'ai échangé avec pas mal d'acteurs politiques, j'ai même lu à travers les lignes leurs déclarations. On fait passer, on présente le président Tshisekedi pour un homme qui ne respectait pas ses engagements. Quel est l'engagement politique que le chef de l'État a On cite les accords de Genève, l'accord de Nairobi, l'accord de Kingakati FCC Cash. Les accords de Genève, c'est la base qui a demandé au chef de l'État tout ce partenaire politique. Ce qui fait qu'il y a méfiance aujourd'hui quand il fait appel aux acteurs politiques. Personne ne veut venir parce qu'on craint qu'il ne respectera pas ses engagements. Il n'y a pas méfiance, sinon le chef de l'État n'allait pas avoir la majorité qu'il a à l'Assemblée nationale. Comment quelqu'un qui est en train de susciter la méfiance dans le chef de ses partenaires peut avoir cette majorité-là? Nous tous, là, nous sommes avec lui. Il n'y a pas méfiance. Vous connaissez l'histoire de ce pays. Quel est cet homme politique qui peut exister sans sa base? Mais quand ta base te dit « retire-toi de cet accord », il se retire. Pour le FCC, vous savez ce qui s'est passé. Ça a été prouvé qu'il y avait des indices clairs où certains caciques de FCC voulaient empêcher les actions du chef de l'État. Nous, la CCU, on était les premiers à dire non à tout ça. Ce n'est pas normal puisqu'il s'agit du pays. Alors de quel accord on parle? Pour l'accord de Nairobi, vous savez très bien qu'il fallait que le président de la République ait à la fois gagné à l'élection présidentielle, mais aussi la majorité au niveau de l'Assemblée. Pour qu'il y ait le président Tshisekedi à la tête du pays et l'UNC ou le CACH, je ne sais pas, au niveau de la primature. Mais il n'y a pas eu cette majorité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? De quel accord vous parlez? Jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à aujourd'hui, l'UNC est avec le président de la République. Alors, de quelle méfiance est-ce que les gens parlent? Par exemple, il y a une phrase de Moïse Katumbi quand il dit « La sincérité ne se décrète pas, elle se prouve ». Oui, il a dit ça. N'est-il pas en train de parler du président de la République? Il faut lui poser la question à qui il le dit. Il soutient par exemple que le président lui a pris ses 40 députés nationaux débauchés. Le président va les prendre comment, mon cher ami? Ces députés-là, il est interdit de faire des injonctions sur le mandat des députés. On va les prendre comment? Des adultes comme ça, élus par le peuple, on va les prendre. On va les prendre comment? Ce sont les élus du pays. Il y a eu une déclaration des députés qui se sont désolidarisés de lui pour faire allégeance au président de la République. Les députés n'ont pas fait du débauchage, comme on en a vu les députés n'ont pas fait allégeance du régime passé. Les députés sont restés dans la logique qui a été notre logique à tous depuis
c'est-à-dire soutenir le président au sein de l'Union sacrée. Il n'y a rien de nouveau. Et à ce que je sache... Ce n'était pas du débauchage? Pas du tout, parce qu'Ensemble aussi soutient le chef de l'État. S'ils ne le soutenaient pas, ils vont faire une déclaration pour dire qu'ils ne soutiennent plus l'Union sacrée. Ils ne l'ont jamais fait. Alors, je ne vois pas pourquoi alors ces députés pouvaient faire une déclaration de soutien au chef de l'État autant qu'Ensemble est dans l'Union sacrée. Moi, je suis dans la CCU. Ça sous-entend quelque chose? Pas du tout, je suis dans la CCU. La CCU a toujours dit que Ezanakati a l'Union sacrée. Si moi je dis aujourd'hui que je soutiens le chef de l'État, ça signifie que je suis débauché ou que j'ai quitté la CCU. Pas du tout. L'honorable Mende dit qu'il soutient le chef de l'État. Est-ce que nous, on a déjà dit qu'il a trahi la CCU? Très bien. On va finir par cette question d'appel à faire taire les divergences. Depuis cet appel, il n'y a rien eu. Qu'est-ce qui se passe? C'était juste un appel de façade, comme le disaient certains. Qu'est-ce que les gens veulent qu'il y ait? Pour calmer des tensions. Non, qu'est-ce que les gens veulent qu'il y ait? Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de facilitateur. Quel cadre, quel facilitateur? Il n'y a pas de consultation. Mon cher frère, vous êtes dans votre maison. Il y a le feu. Votre père crie. Il dit, chaque enfant, réveillez-vous. Nous sommes attaqués par le feu. Vous allez leur dire, non, papa, crée-nous un cadre de consultation. On va parler au salon ou dans la cuisine pour éteindre le feu. On ne peut pas faire. Nous sommes une famille, nous sommes bantous, monsieur. La politique est différente du cadre familial. Pour nous, le pays, c'est une famille. Nous sommes attaqués. On n'a pas besoin de cadre de consultation. On a besoin que chacun, là où il est, prenne la parole. Vous avez suivi l'honorable Jeannette? Vous voulez que les choses se fassent comment? Vous avez suivi l'honorable Jeannette? L'exemple. Que les gens s'arrêtent à prendre la parole et cela suffira. Vous pouvez prendre la parole, mais ne pas faire l'apologie de l'ennemi. Et là où vous êtes, condamnez, parlez, que chacun là où il est, use de ce qu'il a comme élément pour parler, pour défendre, pour décrier. Vous avez suivi l'honorable Jeannette Kabila qui, en Afrique du Sud, a cité le Rwanda, a parlé du mal du Rwanda. Ce n'est pas comme certains qui, sur le plateau de TV5, ont plutôt profité du temps pour attaquer les institutions de la République, au lieu de citer celui qui est en train d'agresser le pays. C'est ça l'unité nationale. C'est ça cet appel d'éveil patriotique. Si à chaque fois les gens veulent qu'il y ait un cadre, il n'y aura pas un cadre de travail pour échanger autour de la question. C'est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais moi je me dis qu'il ne faille pas à chaque fois qu'il y ait ça, parce que la maison brûle. Pourquoi faut-il qu'il y ait un cadre pour aller prendre un seau, qu'il y ait un gobelet pour éteindre le feu? Pourquoi? Pourquoi on doit se comporter comme ça? Toujours avec des pensées de calcul de pouvoir et tout ça. Ça n'a pas de sens. Parce qu'au fait, ceux qui recherchent des cadres sont en train de rechercher des partages de pouvoir. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Martin Fayulu a dit que s'il va se retrouver avec Félix Tshisekedi, ce n'est pas pour le partage des postes, mais discuter autour de la question sécuritaire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est bienvenu. Qui peut refuser l'intelligence de M. Fayulu pour ce genre de questions? Alors, on finit par cette question. Jean-Thierry Moussenepo. Certains disent, l'opposition, une grande partie de l'opposition affirme que cette histoire de l'Est, c'est une histoire de façade où on crée une situation pour qu'à la fin, Félix rétablisse l'ordre et qu'il cherche un second mandat et qu'on profitera quand même du retard pour gagner quelques jours à la tête de l'État, un peu de glissement, se retrouver autour de la table avec des artères politiques. Tout ça, pour certaines personnes, ce n'est qu'un jeu monté par Félix Tshisekedi et qu'il est en train parfaitement d'exécuter la scène qu'il a mise en place. C'est ridicule de penser comme ça. C'est ridicule, c'est malsain d'avoir de telles pensées. Pourquoi le président de la République aurait besoin de ça? Avec un bilan qui est le sien. Avec ce qu'il a pu réaliser en 4 ans. Pourquoi est-ce qu'il va se faire souffrir à aller créer des guerres et ainsi de suite? C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Ceux qui le disent, c'est vraiment des gens qui font, je sais pas, des rêves lunatiques. Ça n'a rien à voir avec la réalité, ça. Très bien, on a fini. C'est moi qui vous remercie. Dernier message. Le message particulier, c'est pour dire à ceux qui suivent la page de Patrick Lokala que la CCU a dit oui à l'appel du chef de l'État en ce qui concerne le renforcement de notre armée. En tant que président de la Ligue des jeunes, j'ai eu l'ordre de l'initiateur du parti de
sensibiliser les jeunes, et il y en a déjà 78 qui sont prêts ici à Kinshasa d'intégrer notre armée. Une grande cérémonie est prévue en matinée politique ce 26 novembre 2022 à 10 h au siège de notre parti, où l'autorité morale va prendre la liste de ces jeunes afin de transmettre cela au chef d'état-major pour qu'il puisse intégrer notre armée. Et nous profitons justement de ce micro pour dire à tous les jeunes qui ont encore l'âge, pas comme nous autres qui avons déjà dépassé le seuil, de pouvoir se mettre en ordre de bataille pour défendre notre pays. Et j'invite les jeunes de la CCU à pouvoir rejoindre les premiers 78 qui sont prêts aujourd'hui à aller travailler pour notre armée. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai recevé pour vous Jean-Thierry Moussenepo. Il est cadre à la Convention de Congolais Unis où il est président de la Ligue de jeunes de ce parti. Il est entrepreneur, opérateur politique de son État. C'est avec lui que nous avions analysé toutes ces questions d'actualité. Si vous avez des réactions, vous pouvez nous les faire parvenir par le numéro qui est affiché au banc de vos petits écrans, des téléphones, tout comme des téléviseurs. Si vous avez passé des moments de télévision, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Patrick Lokala TV et je vous retrouve à très vite pour un tout nouveau numéro. Avec plaisir.